Bonjour, vidéo numéro 035 G2, toujours dans les accessoires puisque c'est une vidéo numéro 35. G2, c'est donc elle fait la suite à la 035 G1 qui parlait des posemètres, et là nous allons parler spécifiquement des accessoires de posemètre. Donc les accessoires de posemètre dépendent des posemètres, bien sûr. Il y a des posemètres qui n'ont quasiment aucun accessoire, et puis il y a des posemètres qui ont beaucoup d'accessoires. Et donc toutes les marques ne sont pas égales dans le domaine. Et puis on n'en a pas forcément l'usage. Voilà. Le but de ces accessoires va être essentiellement de modifier l'étendue du champ d'action du posemètre et de permettre des mesures différentes, des mesures complémentaires, des mesures photographiques, des mesures photométriques, des mesures entre guillemets scientifiques. Voilà. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des posemètres. Moi, je connais bien la marque Gossen, je connais un peu la marque Minolta, je connais un peu la marque Broncolor, je connais un peu la marque Sekonic. Mais Sekonic, voilà, déjà, je ne connais pas le catalogue par cœur, choses comme ça, tout simplement parce que j'ai trouvé mon bonheur chez Gossen. Et voilà. Alors, donc, la majeure partie des accessoires vont permettre, dans les accessoires les plus communs, les plus courants, on va trouver des accessoires qui vont vous permettre de changer l'angle de champ de mesure. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Là, en rouge, par exemple, on a la mesure normale d'un posemètre normal en mesure réfléchie, qui en général mesure suivant un angle de 30 degrés. Voilà. Alors, un angle de 30 degrés, donc ça mesure suivant un cône de 30 degrés, alors 30 degrés environ. Et ce 30 degrés, quand on pense que l'objectif standard, la focale standard, la focale normale ont un angle de champ d'environ 45 degrés, et finalement ça fait une mesure quand même très large. Alors ça fait, donc quand on fait la mesure en lumière réfléchie, finalement, suivant que on prend un posemètre et puis que on va le pointer, voilà, comme ça, tac, en fait on va se balader beaucoup. Donc finalement, l'usage du posemètre à main pour de la photo de paysage, de la photo ou avec une focale normale, on va avoir un instrument qui va mesurer suivant un champ plus étroit. Et puis quand on va utiliser une focale un peu plus longue, qui va avoir un angle de champ plus réduit, eh bien votre posemètre à main, il va commencer par mesurer éventuellement plus d'angle de champ que la focale que vous utilisez. Et donc c'est pour ça que l'on a des accessoires pour mesurer avec des angles de champ différents. Alors de tels accessoires, j'en ai parce que j'en ai acheté, j'en ai parce que j'en ai qui sont venus avec les posemètres et choses comme ça. Alors pour vous montrer un exemple, alors c'est un exemple non exhaustif, bien sûr. Par exemple, voilà, on a un joli un petit viseur comme ça, voilà, sur le dessus, on a un système de visée qui permet de voir où on mesure, et puis en dessous, il y a l'œil pour le posemètre. Et donc ça va se monter suivant la gamme, c'est l'accessoire qui va sur le posemètre dessus, voilà, je vais pouvoir le monter sur le devant de mon Profix. Voilà. Alors chez Gossen, c'est ça qui est bien parce que cet accessoire-là et ce système de montage-là est un montage qui a perduré pendant très longtemps. C'est un montage qui a dû apparaître dans les années 60 et qui a perduré au moins jusque dans les années 90-2000. Et je ne suis pas sûr que ça n'existe pas encore sur certains posemètres actuels de la gamme Gossen. Voilà, mais ce sont des choses que l'on peut trouver facilement d'occasion et qui peuvent rendre service. Donc là, voilà, ça se monte sur la Profix, ça se monte sur la Profix, et puis si je le retrouve, on va voir que ça va se monter sur la Lunasix F. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est facile, Coco, qu'est-ce que tu nous racontes? Forcément, ça se ressemble, ce sont les mêmes posemètres. En fait, donc ça, c'est la Lunasix F. Lunasix F. Mais ça va se monter, par exemple, sur la Lunasix 3. Les derniers modèles de la Lunasix 3, il est la Lunasix 3F. Voilà.
3F et 3S, voilà. Sachant qu'il ne faut pas confondre la Lunasix F et la Lunasix 3F. La Lunasix F, est un posemètre à zéro central, d'accord, comme la Profix, et la Lunasix 3, et toutes ces versions, 3, 3S, 3F, c'est un posemètre à aiguille suiveuse. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille se dévie, s'arrête devant une graduation et vous reportez la graduation sur le disque calculateur. Alors, je me suis aperçu que je n'ai pas tellement parlé du disque calculateur. Mais par exemple, si je continue et que je prends la Master 6, ou la Master 6 en Europe, ou la Ultra Pro aux États-Unis, eh bien, je prends mon accessoire et ça va se monter. Et ça va se monter, voilà, tac, et ça se monte, voilà. Alors donc ça permet de faire une mesure suivant un angle, puis donc j'ai un petit viseur avec deux cercles, je regarde, ça ressemble à un viseur de vieil appareil photo 6.9, pour ceux qui connaissent, hein, ceux on regardait sur le dessus, et puis on voit de loin ce que l'on vise. Donc on a le choix entre, pour celui-là, entre deux, donc on a une petite tirette que l'on fait glisser en haut, tac, tac, et ça permet d'avoir deux angles de mesure. Voilà. Donc 7,5 degrés et 15 degrés. Voilà. Donc, bon. Donc c'est un accessoire que l'on va trouver très très souvent, très très facilement, parce que ça s'était bien vendu dans les années, notamment à l'époque de la Lunasix, de la Lunasix 3, et donc vous allez le trouver en plastique gris, gris comme ça, vous voyez, en plastique gris comme ça, voilà, vous allez le trouver dans ce plastique gris comme ça, très facilement. En noir, c'est les plus récents, en gris, c'est les moins récents. Derrière, on a un petit tableau de réglage pour corriger la mesure que l'on va faire, hein, parce que ça absorbe un peu de lumière. Et puis sur la Lunasix 3, il y a carrément un repère pour le posemètre sans accessoire, un repère pour le posemètre. Alors ça va pas être évident à voir, mais par exemple, vous voyez, le 15 degrés est gravé en rouge. Alors c'est écrit sur la languette qui est là. Donc j'attends que ça fasse la mise au point. Voilà. Le 15 degrés est gravé en rouge. J'essaye de le voir sur l'écran de contrôle, c'est pas évident. Et le 7,5 degrés qui est de l'autre côté, et lui est gravé en vert. Et sur la Lunasix 3, vous avez un repère rouge et un repère vert, spécifiquement pour cet accessoire-là, qui permet de corriger. De remettre, on met en face directement le chiffre lu sur l'aiguille, et ça donne la bonne indication. Un autre accessoire assez Shadok, toujours dans la gamme, alors cette fois-ci dans la gamme Profi, pour aller sur la Profix. Donc la Profix a deux, parce qu'en fait sur les gammes d'accessoires, je vais vous montrer ça, on va avoir un additif spotmètre. Un additif spotmètre. Et donc l'additif spotmètre, que je vous sors là, qui est un gros bousin, hein, c'est magnifique, il y a des caméscopes maintenant qui sont plus petits que ça. Hein. L'additif Profix, il a les additifs de la gamme Profi. Alors je ne me souviens plus comment s'appellent les autres. Ils ont ces trois petites jacks là, et ces trois petites jacks là vont permettre de monter les accessoires sur les Profi, donc la Profix et la Master 6, la Profix et la Master 6 uniquement, d'accord. Alors il faut que je réussisse à la sortir de sa chaussette. Et sortir de sa chaussette, voilà, ça c'est fait, on pose ça là. Et je vais enlever le petit accessoire qui est devant, qui cache les prises qui vont bien.
Et je vais monter mon bousin sur le truc. Je vais le monter dans ce sens-là, voilà, tac, il n'y a pas tellement de choix. Et on enquille le truc sur le bousin, voilà, tac, et on obtient un magnifique spotmètre des années 75-80. Voilà comment Gossen a résolu le problème du spotmètre. Donc on a un viseur dans lequel on peut choisir la taille de mesure. Donc à l'intérieur, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai un objectif avec un trop gros diamètre, donc on ne verra rien dedans. Mais j'ai 3 petits cercles dedans, 1 degré, 5 degrés et 10 degrés. Et là, je choisis mon angle de champ. Et puis j'appuie sur le bouton pour faire ma mesure. Je centre mon aiguille. Ah oui, sauf que j'ai enlevé la pile sur celui-là. Non, il y a la pile. Alors, normalement, ça fonctionne. Voilà. Ah oui, non, la pile est morte. Voilà. Hop. Non, ça devrait aller. Donc, je fais ma mesure. Tac. Voilà. Je tourne mon bouton pour centrer mon aiguille. Hein. Je tourne mon bouton pour centrer mon aiguille. Voilà. Et puis, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a une correction à apporter. Non, ce n'est pas la correction à apporter, c'est le domaine de mesure minimum en fonction, le petit tableau, c'est le domaine de mesure minimum en fonction de l'angle de champ. Voilà. Et pour vérifier qu'on fait la mesure correctement. Donc là, je suis à 100 ASA. 100 ASA, il me dit que je peux aller jusqu'à 3 EV et je lis 10 EV. Voilà. Et donc, du coup, je lis en face mon bazar et c'est tellement bien qu'on a une petite diode à l'intérieur qui dit que je suis en 1 degré, 5 degrés ou 10 degrés. Alors c'est gentil, c'est sympa, c'est mignon, c'est hyper encombrant, des choses comme ça. Si on le compare avec un autre spotmètre, je parlerai des spotmètres un peu plus loin, ça c'est un spotmètre qui ne fait que spotmètre, il mesure aussi sous 1 degré. Le vrai spotmètre à main mesure sous 1 degré. Les trucs qui mesurent sous 5 degrés, 5 degrés ou 10 degrés, ça n'est pas assez petit comme angle de champ pour le paysage, par exemple. Ça va aller peut-être en studio pour faire du portrait et encore. 5 degrés, c'est large finalement. Enfin voilà. Donc ça me permet de changer l'angle de mesure en lumière réfléchie suivant un angle de 1 degré, 5 degrés ou 10 degrés. Et puis l'autre que je vous ai montré que j'ai déjà rangé, il va me permettre de mesurer sur 7,5 degrés et 15 degrés. Voilà. Donc ça c'est amusant. Et puis je peux vous faire la démonstration que ça va se monter sur la Master 6 qui est là. Alors l'inconvénient c'est que le truc est tellement gros qu'il faut sortir du bousin, mais là ça c'est plus simple. Il faut enlever le petit cache. Alors sur celles qui n'ont pas sur les posemètres qui n'ont pas les prises, et ben en fait le cache est collé. Et si le cache ne vient pas facilement, ça veut dire que l'on ne peut pas les employer. Et en fait je vous dis, ce type d'accessoire, il n'y a guère que il n'y a que la Profi 6 et la Master 6 qui permet de l'employer. Alors le but de ces jacks et tout ça, ça va être de permettre de faire les compensations automatiques. Dans le premier, on a vu qu'il y avait 2 gravures et puis il y avait un tableau derrière. Et ben ça évite ça parce que en fait l'accessoire corrige de son artefact, corrige de son absorption le posemètre pour faire la mesure comme on veut. Et là, c'est pareil, j'ai toujours, ça fonctionne tout pareil, j'ai mon petit 1 qui s'affiche en haut parce que je suis en 1 degré, et je peux faire ma mesure, et puis sauf que là, j'ai pas de truc à tourner, ça apparaît en affichage direct en bas, et puis après, je joue avec les boutons pour
choisir ma vitesse et ainsi obtenir le diaphragme pour la vitesse que je veux, et ainsi de suite. Voilà. Alors, bon, comme toujours, bon, bah, c'est un truc, j'ai acheté ça parce que je l'ai croisé à pas cher. Je l'ai sorti une paire de fois pour rigoler. C'est pas réellement utilisable. Selon moi, cet accessoire est trop gros et c'est pas réellement utilisable dans la vraie vie. C'est trop gros, c'est trop. Le système, c'est un peu ennuyant, c'est un peu chiant, c'est ainsi de suite. Autre accessoire que l'on va trouver, toujours chez Gossen, puisque je suis chez Gossen, moi, mais que l'on va pouvoir trouver aussi dans une autre façon chez Minolta, c'est un système avec une petite sonde de mesure flexible, donc toujours avec le système pour le système Profi, PROFI. Donc ça doit s'appeler le Profiflex, l'autre il s'appelle le Profispot. Et c'est pareil, c'est un accessoire qui est compensé, et avec ça, ça me permet d'aller mesurer en macro, comme ça, des mesures où je ne peux pas aller mettre mon posemètre. Éventuellement, ça peut me permettre de mesurer sur un dépoli de chambre au grand format, mais personnellement, je trouve cette méthode bâtarde. Voilà. Ça fonctionne pas bien et ça amène des corrections et ainsi de suite. Je préfère nettement cette sonde que j'utilise avec le Broncolor. Hein, donc c'est la sonde du Broncolor FCM. Voilà, fais la mise au point, Coco. Voilà, voilà Broncolor FCM, voilà. Ça marche bien, c'est efficace. Ça marche bien, le mode de fonctionnement et la mesure que ça donne me semble, à moi personnellement, me semble intelligent, bien fait et efficace. Voilà. Donc le Profiflex, bon, bah, c'est sympa. C'est utile de temps en temps quand on veut faire des mesures un peu précises, des choses comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, t'es gentil Coco, moi je fais du numérique, ça me sert à quoi ça? Ben, ça n'a pas grand chose en numérique, c'est si vous allez faire de l'argentique derrière, où effectivement vous ne pouvez pas prévisualiser, zoomer dedans, voir l'histogramme en temps réel. Mais bon, ça peut être des choses qui peuvent faire pencher pour acheter un truc d'occasion, un lot d'occasion plutôt qu'un autre, en se disant, bon, ben oui, il est 10 € plus cher, mais j'ai ça avec, donc du coup, ça me servira de temps en temps, autre chose comme ça. Ce sont des accessoires qui ne sont pas rangés au fond du placard. Donc moi, personnellement, ce sont des accessoires qui me servent de temps en temps, et ainsi de suite. Et donc, si on prend la Lunex XF, et ben, le truc de devant, il ne s'enlève pas, il est collé. Hein, d'accord. Donc, c'est pas la peine d'essayer de le décoller. Tout ce que vous allez faire, c'est casser le bazar. Pour mesurer, suivant ces angles de champ très étroits, alors par exemple, chez Minolta, on dévisse cette partie-là, et puis on met une espèce de viseur, et on vise comme ça, et puis donc c'est le même principe, il y a deux lunettes, il y a une lunette pour viser, une lunette pour tirer, et ainsi de suite, et ça permet de mesurer suivant un angle plus petit. Voilà. Et je crois que chez Minolta, les accessoires sont compensés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de piège dans le mode d'emploi qui permettrait de se tromper. De même, on va trouver alors ça c'est un posemètre russe. Alors comment, parce qu'elle a un nom, oh putain, je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est écrit en cyrillique, et je n'ai pas le cyrillique, mais elle avait un nom, je me souviens plus comment elle s'appelle. Bah, ce petit posemètre, là par exemple, petit posemètre là, fonctionne pour la mesure, a un petit viseur à côté, et ça me permet de voir à quel endroit je mesure.
Donc le principe, c'est on tient ça de manière élégante, on appuie avec le pouce, on tourne la molette sur le côté avec le doigt, et puis on va cadrer, on va mesurer. Alors à côté du viseur, on a une petite diode, alors je ne sais pas si elle va s'allumer. On a une petite diode qui va s'allumer, vous voyez, sous le viseur, on a une petite diode qui s'allume, et voilà, et on tourne dans un sens, et dès qu'elle s'allume, tac, c'est à cet endroit. Voilà. Alors ça, c'est un posemètre qui est sympa, qui est marrant, ça permet de faire des mesures, ils sont tous bons, hein, les posemètres, hein, au facteur K près, et en plus, bon, ça tourne le disque calculateur et on voit directement ce que l'on a dedans. Alors ça c'est sympa, bon, pour le paysage, pour l'architecture d'intérieur, choses comme ça, c'est marrant, c'est sympa. Voilà, voilà, on peut faire de la mesure incidente avec un petit accessoire qu'on tourne et qui vient se plaquer devant, voilà, mais bon, on sent bien que d'ailleurs c'est assez fragile, hein, celui-là je l'ai acheté d'occasion, bon, bah, ça a été réparé, plutôt mal, il faut faire attention, et puis voilà. Donc ça permet de viser, de savoir où on vise. Alors au début ça peut être pas mal parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment ça vise, et puis voilà. Donc ça, le but de ces viseurs là est de réduire l'angle de champ. On a vu que pour faire la mesure incidente, au contraire, on allait utiliser des petits accessoires qui se montent devant. Donc là, c'est sur celui de la Weston. Donc c'est un bout de plastique blanc qui est conique, avec un cône intérieur en relief, un cône creux à l'extérieur, une demi-sphère, avec un plastique bien particulier. Hein, c'est une espèce de polyacétal ou chose comme ça. Et ça, par contre, ça va nous permettre de mesurer suivant 180 degrés, de façon à prendre toute la lumière qui est incidente. Voilà. Et suivant comment on va l'orienter vers le sujet, parce qu'on est au niveau du sujet, là c'est vous le photographe, et puis on va l'orienter de façon à le diriger vers l'appareil photo. Parce que bon, il a une sensibilité qui est à mon avis sur la courbe verte, c'est-à-dire ça prend la lumière incidente, mais ça prend un peu aussi en considération l'angle de champ et choses comme ça. Parce que, par exemple, je vais vous faire la démonstration. Si je réussis à le monter sans me bousiller les doigts, voilà, alors c'est spécifique à la marque, hein, c'est spécifique au modèle, mais c'est pas bien grave. Hein. En général, alors notamment pour les Euromaster, bon, il faut essayer de trouver le modèle avec, hein, pas le modèle sans. Voilà. Et là, donc suivant comment je le tourne, en fait, je vois que l'aiguille ne bouge pas, donc en fait, non, c'est pas la courbe verte, c'est la courbe bleue. C'est la courbe bleue. Et ça permet de mesurer la lumière incidente qui tombe sur moi. Voilà. Ça me permet de vérifier petit A mon posemètre et petit B que ça n'a pas bougé. Donc je suis à 7,5 et 7,5 et je suis à 5,6, 1/60e et voilà pour ça, donc pour 400, donc c'est bon. Voilà. Voilà, tac, tac, ouais c'est bon. Ouais c'est bon, je suis content. Ce overcone, alors l'overcone, on va le retrouver sur tous les posemètres qui permettent la mesure incidente. Celui-là est cette forme-là, et celui-là, il est bien demi-sphérique. Sur la Spectra que je vous avais montré tout à l'heure, dans la vidéo précédente, la 35G, eh bien voilà, on va avoir une jolie sphère. Alors chez eux, le truc il est creux, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pareil, on sent que quand on regarde à l'intérieur, on voit bien que c'est bien uniforme et que ça correspond bien à la courbe bleue. Donc je ne me suis pas trompé. Après, on continue. Mais pour faire des mesures pas pour faire des mesures de posemètre, mais pour faire des mesures d'éclairement, donc pour avoir des mesures en luxe, par exemple, et pas en F sur D et en vitesse et en diaphragme, eh bien, ça va être un autre type d'instrument qu'il faut utiliser, et certains posemètres
peuvent le faire. Et donc, par exemple, dans le cadre du Spectra, on va avoir cette fois-ci un disque blanc plat. Voilà. Un disque blanc complètement plat et qui se met en lieu et place. Alors, cet accessoire est d'usage très, très limité. Et donc, par exemple, celui-là, il était livré avec. Hein, et donc, là, avec ça, je vais pouvoir faire des mesures en luxe. Et donc je vais avoir une mesure suivant un angle lambertien, donc un truc comme ça pour vérifier. Donc là, ça va être la courbe verte du coup. Et ça va me permettre de... Alors quand est-ce qu'on utilise ça? On va utiliser ça en bande repro. Sur les bandes repro. On va utiliser ça sur les bandes repro parce que la mesure est en laboratoire noir et blanc. Quand on tire les images sur du papier noir et blanc, éventuellement on peut utiliser ça pour mesurer l'éclairement au niveau du plateau de l'agrandisseur ou au niveau du porte-sujet du banc de reproduction. Voilà. Et là, ça s'est utilisé dans le cinéma pour mesurer des éclairements, pour se dire, bon bah voilà, avec ça je peux dire que tu as f5.6 mon coco, et puis avec ça je peux dire que tu as tant de luxe. Voilà. C'est parce que l'on veut une mesure en luxe qu'il faut ça. Voilà. Voilà. Donc c'est d'un usage, en photographie c'est d'un usage... En photographie amateur, c'est d'un usage quasiment nul. N'ayons pas peur des mots. En photographie professionnelle, en photographie professionnelle, du temps où les professionnels étaient des gens qui avaient suivi des cours qui étaient vraiment des professionnels. Parce qu'on peut rediscuter longtemps sur ce qu'est un photographe professionnel. Aujourd'hui, un photographe professionnel est un photographe qui a des clients solvables auxquels il soumet des factures et qui les paye. Voilà, c'est ça un photographe professionnel. Autrefois, un photographe professionnel, c'était quelqu'un qui disposait d'un métier, qui disposait d'un savoir, qui disposait d'une technicité apte à répondre aux besoins de ses clients. Aujourd'hui, n'importe qui a un appareil photo et qui va s'enregistrer à la chambre de commerce et il dispose d'un cabis, devient photographe professionnel. Après, est-ce qu'il va avoir des clients, est-ce qu'il va en vivre? C'est un autre problème. Donc, les accessoires de visée que l'on peut avoir sur les posemètres, alors c'est pas exhaustif, hein, il y en a d'autres, il y a des accessoires qui vont permettre pour faire des mesures sur des microscopes, il y a des accessoires qui vont permettre de faire des mesures de densité, il y a des accessoires qui vont être faits spécifiquement pour faire des mesures derrière des dépolis. Alors il y a ça si on lit le catalogue Linhof, utilise l'additif micro de chez Gossen pour mettre derrière son béret et pour faire la mesure derrière le dépoli. Personnellement, je trouve ça débile. Alors pourquoi je trouve ça débile? Et par exemple, alors que Broncolor, lui, utilise une sonde qui se glisse devant le dépoli, et donc on déplace la sonde et puis on la met à l'endroit où on veut. Donc là, imaginons que je sois en train de me photographier derrière le dépoli, des trucs comme ça. Là, je vais mesurer le polo, là, je vais mesurer le reflet sur le polo, des choses comme ça. Et donc pour voir où on vise, on a une petite tirette qui permet de voir au travers de la lumière. Vous voyez, tac, tac. Alors, pourquoi je dis que c'est débile? Et il y a aussi un système un système Profi chez Gossen avec une sonde. Voilà. Et alors, je vais m'étendre un peu là-dessus parce que c'est important. Le Broncolor, lui, il est en... Quand vous mettez la sonde, vous lui dites quelle vitesse vous fonctionnez. En fait, vous ne dites même pas quelle vitesse vous fonctionnez. Enfin, si, vous pouvez le dire, mais vous sélectionnez la zone où vous voulez mesurer, comme le système Minolta, le système Broncolor et le système Gossen. Et chez Broncolor, vous déclenchez.
ou pas, vous faites votre mesure en tout cas, et il va vous dire il faut que tu ouvres de 3 diaphes, ou il faut que tu fermes de 2 diaphes. Alors que le système Minolta va vous dire 60e à 5,6. Ce qui est débile, parce qu'il ne sait pas quelle est l'ouverture, à quelle ouverture vous avez fait votre mesure. Et donc peut-être que vous, alors si vous êtes à 4, bah vous dire bah c'est bien, je vais mettre 5,6, mais si vous êtes à 5,6, vous n'avez pas. Enfin bon, il y a quelque chose dans le mode d'emploi où ce que vous donne l'information que vous donne le posemètre n'est pas cohérente. Parce que quand on vous dit F5,6, vous attendez à mettre F5,6 sur la bague. Or, il y a certainement d'autres choses à faire, choses comme ça. Bon, j'ai eu le mode d'emploi il y a longtemps, parce que je me suis posé la question avant d'acheter ça. Voilà. Et puis le Gosen, c'est un peu différent, mais c'est pas. Ça se rapproche plus du fonctionnement du Minolta, parce que l'afficheur, il était fait pour être affiché là-dessus. Donc, enfin, voilà. Donc moi j'ai préféré le Broncolor. Le Broncolor, l'inconvénient du Broncolor sur les autres systèmes, c'est que il est moins sensible en basse lumière, parce que Broncolor était un fabricant de flash très très puissant, et lui ce qu'il voulait c'était vendre des flashs très très puissants, et voilà. Donc il n'est pas très sensible en basse lumière. Par contre, il est très facile d'utilisation quant à comment il vous parle et comment vous réglez. Moi, j'ai fait j'ai fait en diapo des photos de lame mince avec ce système-là. J'ai réglé mes flashs comme ça, en 3 éclairs, pouf, c'était réglé. J'ai fait un éclair pour une mesure, j'ai fermé le diaphragme, j'ai mis un coup d'éclair pour vérifier que c'était bien à 0, et puis après j'ai fait mes photos. Donc j'ai fait ça en 2 éclairs, voilà. Comme souvent dans le système Broncolor ou Sinar, puisque c'est plus ou moins vaguement la même marque, hein. Enfin, Sinar a appartenu à Broncolor avant que ce soit l'inverse, je ne sais plus. C'est épouvantablement efficace, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de jouer avec. Et donc voilà. Donc j'ai trouvé que cette sonde-là marchait vraiment très bien. Voilà. Donc c'est utilisable en studio avec des flashs, c'est utilisable en paysage quand il y a une lumière bien. C'est difficilement utilisable au fin fond d'une église romane par jour d'orage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas assez de lumière, choses comme ça. Et si vous l'utilisez en flashmètre, il est important que la petite sonde qui est là voit la lumière déclencher le flash, parce que c'est ça qui synchronise la mesure, parce que ça permet de faire la mesure flash et lumière continue en même temps, et après de voir quelle est la part du flash et quelle est la part de la lumière continue. Et nous allons en profiter donc de cette digression pour arriver à ce qu'on appelle au flashmètre. Voilà. Le flashmètre. Alors, donc bon, j'ai une petite collection de posemètres. Et en fait, de ceux dont je me sers couramment, tous sont flashmètres. Et quasi tous, enfin il y en a un, parce que j'ai dans ce format-là, il y a la Digiflash et il y a la Digi6. Voilà. Et donc j'ai encore une Digi6 qui traîne parce que j'ai trouvé personne pour la racheter et pour après racheter une Digiflash. Puis bon, je me suis dit, Digiflash c'est bon, t'en as une paire, t'as pas forcément besoin c'est pas bien grave si y en a un posemètre de temps en temps qui ne fasse pas flashmètre. Pour moi, si on ne doit avoir qu'un seul posemètre, il est important que le posemètre il est plus important que le posemètre fasse flashmètre plutôt que le posemètre puisse avoir des accessoires de visée type spot ou des choses comme ça. Pour moi, avoir un flashmètre, quand on commence à être au niveau photographique où on se dit qu'on a besoin d'un posemètre à main, avoir un flashmètre est indispensable, d'autant plus qu'on ne fait pas de photo au flash. Et c'est là où vous allez voir l'astuce. Parce que quand vous ne faites pas de photo au flash, vous n'avez pas de flash dont vous connaissez le fonctionnement, la puissance, comment il est usé, comment il fonctionne, comment il éclaire. Et donc du coup, le jour obligatoire où vous aurez à utiliser un flash, parce que vous n'aurez pas d'autre solution, soit vous allez utiliser votre vieux flash dont vous n'êtes pas servi depuis des années,
soit vous allez vous faire prêter un flash pour faire vos photos. Et là, vous tombez dans l'inconnu. Vous tombez dans un flash, vous ne savez pas comment il fonctionne bien, les choses comme ça. Alors bien sûr, toujours mode en numérique, je fais une photo, coco, et puis je regarde comment ça fait. Oui, d'accord, c'est pas faux. C'est pas faux, mais il faut faire attention avec le numérique et le flash. C'est-à-dire que si, pour une raison X ou Y, vous avez l'occasion de faire du flash de studio, et puis que si votre numérique il se prend un flash pleine bourre dans la gueule, je ne suis pas sûr que le capteur s'en remette. Moi, dans le boulot, j'avais un laser à régler, j'utilisais des petites caméras et il y avait une densité pour atténuer la puissance du flash. J'ai oublié de foutre la densité, j'ai envoyé un pulse du flash et ça m'a décalqué le capteur. Voilà. Donc, vous avez des matières, notamment les espèces de trucs phosphorescents que l'on met derrière les bulles de niveau à bulles. Pour m'amuser, je me suis dit, tiens, je vais le recharger au flash, je vais foutre un coup de flash dessus. Le truc s'est mis à fumer. Vous voyez. Donc, il y a des choses qui peuvent réagir avec des lumières puissantes de manière totalement inattendue. Et les capteurs peuvent avoir des soucis si ça se prend un coup d'éclair pleine bourre. C'est pas pour rien aussi que les fabricants d'appareils photo ont changé le mode de mesure du flash TTL, n'ont pas reporté le système de mesure de flash TTL des appareils photo argentiques sur les appareils photo numériques, parce que le système utilisé dans la photo argentique risquait entre guillemets, de ne rien voir et d'envoyer un éclair pleine bourre. Et c'est dangereux pour les capteurs. Voilà. Donc, quand on va commencer à jouer avec des flashs et ainsi de suite, il faut faire attention qu'on n'ait pas un retour trop violent d'un miroir ou d'une chose comme ça, parce que on ne sait pas ce que ça peut faire. Et en tout cas, moi, je n'ai pas envie d'essayer pour voir ce que ça peut faire. Bon. Donc du coup, votre FlashMail va vous permettre de vérifier que le mode automatique de votre flash fonctionne, que le TTL au flash de votre flash fonctionne, que la puissance indiquée par le calculateur est bonne, et ainsi de suite. Voilà. Donc pour moi, j'utilise très rarement des flashs, mais à chaque fois, je prends un flash, je mets des piles dedans, déjà il ne m'explose pas à la gueule, je suis content. Ensuite, je fais une mesure, pouf, et puis voilà, et puis je dis bon, mon flash qui était donné pour un nombre guide de 24, et finalement il fait un nombre guide de 20, et je calcule avec 20, et je suis parti en avant-guerre. Voilà. Un autre, et donc par exemple, donc ce posemètre là, donc l'Ultra Pro, le Master 6 fait FlashMet intégré, mais par exemple non, je l'ai plus, non, je l'ai pas amené, mais pour le Profi 6, il y a un additif qui le transforme en FlashMet, alors que la Luna 6F, elle-même est FlashMet. Voilà. Alors, il y a différents types de flashmètres. Il y a des flashmètres qui sont plus ou moins pro, façon de parler. Alors, par exemple, si on parle de la Luna 6F, par exemple, donc c'est un flashmètre plutôt orienté amateur, professionnel désargenté, amateur expert. Ça fait bien de dire « Oh, je suis un amateur expert ». Bon, amateur expert. Alors, la Luna 6F, elle va mesurer le flash qui a une seule puissance, qui a une seule vitesse, Et donc, de mémoire, c'est à 1 125e de seconde. C'est-à-dire que M. Gossen a estimé que c'était suffisant. Ça permettait d'utiliser tous les flashs, puisque grosso modo un flash pleine puissance, la durée d'un éclair à un flash pleine puissance est grosso modo 1/300e de seconde. Voilà. Tout modèle confondu, parce que la taille du tube est fonction de la puissance du flash à délivrer, et que grosso modo
n'a pas d'éclair plus long qu'un 3/100 de seconde parce qu'on adapte la taille du tube à la taille du condensateur et que grosso modo, alors il y en a peut-être qui font un 250e, d'autres qui font un 400e, hein, mais grosso modo, voilà. Donc en faisant une mesure à un 125e de seconde, eh bien, le flashmètre va donner une mesure cohérente en ayant pris toute la puissance du flash et en ayant pris toute la puissance du flash. Et donc du coup, là où ça va devenir ennuyant, c'est quand on va faire un éclairage mixte, flash et lumière continue. Ce type de posemètre ne va pas aller très bien pour ce type d'éclairage parce qu'il n'est pas capable de vous donner en même temps la valeur de la lumière continue et la valeur de la lumière flash. Voilà. Pour ça, il faut aller dans un flashmètre type Broncolor, hein, qui, lui, a un bouton qui s'appelle Analyse. Et quand j'appuie sur Analyse, je fais clignoter un coup la lumière flash, un coup la lumière continue, et je vois les différences. Et donc ça va me permettre d'évaluer l'influence de l'un par rapport à l'autre, et donc d'évaluer une idée de l'influence colorimétrique. Voilà, parce que quand je vais faire un coup d'éclair en plein jour, mon flash est lumière plein jour, et puis quand et la lumière du jour et les lumières du jour, à peu près. Donc je ne vais pas avoir un gros différentiel de température de couleur. Par contre, si je m'amuse à faire un portrait avec un éclairage et des lampes pilotes, un éclairage de studio, un flash de studio qui va avoir des lampes pilotes, ou que je vais faire des photos à l'intérieur avec de la lumière artificielle et que je veux juste ramener un coup de flash pour ramener mon truc. Et bien mon flashmètre comme la Lunasix F ne va pas être capable de... j'ai pas de bouton pour dire c'est quoi la lumière continue, c'est quoi la lumière flash. Tout ce que je peux faire, c'est faire la lumière flash plus continue pendant un 125e de seconde, et puis après faire juste la mesure de la lumière continue pour essayer d'apprécier ce contraste entre les deux éclairages, lumière continue et flash. Voilà. La Master 6 relève un peu du même mode de fonctionnement, sauf que l'on peut changer la vitesse de mesure du flash. Et mais je ne me souviens pas qu'il y ait le bouton qui permette d'analyser l'un et l'autre. Et de même que la DigiFlash 1 ou la DigiFlash 2 permet aussi de changer la vitesse d'obturation, la vitesse pendant laquelle on mesure la durée d'impulsion de flash. Oui, parce qu'en fait, un flash va avoir un chronogramme de allumage et descente comme ça, de trucs comme ça. Donc ça dure très peu de temps, et on va prendre à une certaine valeur, par exemple, donc là on a 1, c'est le maximum, et on va prendre à 0,1, et on va voir la durée de la longueur. Et donc ça, pleine bourse, ça donne un 3/100e de seconde, en général sur beaucoup de flash. Et en renseignant la vitesse de synchronisation que l'on va utiliser, ça va nous permettre de mesurer l'influence du bazar. Parce que si on mesure un 125e de seconde, et ben un 125e de seconde, c'est tout ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais si par exemple on s'amuse à mesurer, à faire une photo en plein jour avec ou un 250e de seconde, et bien ou un 250e de seconde, un 250e de seconde, bah comme là c'est un 300e de seconde, on est là, donc ça va. Mais si vous avez un obturateur central où vous pouvez monter à un 500e de seconde, un 500e de seconde, vous êtes là. Voilà. Donc ça permet de faire des mesures quand même un peu plus poussées et de vérifier un peu plus ce que cela donne. Ce qui va me permettre de dériver vers un autre accessoire, un autre posemètre à main, qui est
que je ne connais que dans cette marque-là. C'est le Broncolor, donc c'est pas le même. Hein. Oui, ça se ressemble, mais c'est la même boîte. Hein. C'est assez marrant parce que c'est un boîtier que tout le monde peut acheter. C'est un boîtier du catalogue Verospeed. Bon, enfin bon, à croire que c'était fait à la main dans les chalets suisses. Et donc ça, c'est un Broncolor FCC. Alors le Broncolor FCC, je vais vous en parler maintenant parce que c'est un appareil qui me permet moi de mesurer la vitesse des éclairs des flashs. Voilà. Et donc du coup, c'est intéressant pour savoir si à telle puissance je peux passer telle ou telle vitesse de synchronisation. Voilà. Donc ça mesure aussi le chrono la vitesse, la durée du pulse à un dixième de seconde. C'est aussi un thermocolorimètre. Donc du coup, je vais faire la jonction avec le thermocolorimètre. Donc on a vu, le flashmètre permet de mesurer la puissance des flashs. Donc c'est une mesure que l'on va faire en général en mesure incidente au niveau du sujet pour tout ce qui est studio et qui va permettre, quand on a un flashmètre, de vérifier l'état de son flash avant de partir en reportage, qu'il déclenche bien, que si on se met en mode automatique au flash sur l'ouverture 8, il déclenche bien à 8, il arrête bien l'éclair pour F8, et ainsi de suite, et ça permet de partir serein, tranquille, reposé, rasséréné, comme ça. Vous remarquerez que cet appareil a aussi un truc blanc pour mesurer la lumière incidente, mais que celui-ci est complètement plat. Alors, c'est pas évident. Alors, celui-ci est plat. Alors, je vais mettre ma main comme ça, voilà, tac, il est plat. D'accord? Il est plat. Alors que l'autre, lui, il est bombé. Il est bombé, d'accord? Il est bombé, d'accord? Parce que avec ça, on fait une mesure photométrique, mesure de vitesse diaphragme, et avec ça, on fait une mesure de qualité d'éclairement. Et donc, ce n'est pas les mêmes angles de sensibilité. Un autre accessoire qui va être utile pour le photographe, enfin qui m'a été utile, qui m'est très utile, que j'aime bien, que j'utilise souvent, c'est le thermocolorimètre. Alors, j'utilise un thermocolorimètre depuis que je fais de la photo numérique. Tout simplement parce que je suis allé sur un forum. C'est quand j'ai acheté mon premier Leica numérique, Leica M8, et que je suis allé sur le forum du numérique Leica qui s'appelle Sumilux et qui m'ont pourri la gueule à cause de la couleur de mes photos. Voilà, sympa les gars. Bon, enfin bref. Et donc du coup, j'ai calibré mes écrans. Et ce qu'il faut dire, c'est que le Leica M8, dans les premiers firmware, était très délicat du point de vue de la colorimétrie. Et c'est pas pour rien que beaucoup de gens faisaient que du noir et blanc avec le Leica M8 parce que il y avait des gros soucis de colorimétrie avec cet appareil. À tel point donc c'est que j'ai acheté un thermocolorimètre. Le thermocolorimètre est un appareil qui va permettre de mesurer in situ la qualité colorimétrique de la lumière incidente. Mesurer la qualité colorimétrique de la lumière bleue qui est renvoyée par mon polo bleu n'a aucun intérêt. Et le but de cet appareil-là m'a servi pour trouver comment régler mon Leica, parce que la balance des blancs automatique merdait complètement et que les balances des blancs lumière du jour ou choses comme ça n'étaient pas, me semblaient bizarres. Voilà, donc j'ai acheté ça et puis voilà, et c'est tellement bien que bon,
c'est un appareil plutôt rare, hein. Je ne vous cache pas que vous n'êtes pas... On en trouve sur eBay, on en trouve une petite dizaine par an, hein. Une dizaine par an sur le monde entier, hein. Voilà, donc le principe de ça, c'est que ça va nous permettre de connaître la température en Kelvin. Donc là, je viens de faire une petite mesure, et donc il me dit qu'on est à 5150 Kelvin, voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux lui rentrer en mémoire de films, et donc les films, j'ai un film à 5500 Kelvin, un film théorique, à 5500 Kelvin, donc c'est la température lumière du jour, et puis j'en ai une autre film à 3400 Kelvin. Et donc, une fois que j'ai fait ma mesure, j'appuie sur le petit bouton film 1, film 2, suivant que je veux le 500, et si j'appuie sur le film 1, voilà, on va trouver 5500, c'est la température que je veux obtenir, et il me dit que il faut que j'ai une correction LB-12 et CC 20M. Alors, donc voilà, donc LB c'est l'axe bleu, et CC c'est les filtres de correction couleur. Voilà, parce qu'il y a les filtres de correction couleur et il y a les filtres de Light Balance Index. Voilà. Donc le Light Balance Index, il me dit moins 12. Donc moins 12, il faudrait un filtre entre le 81 et le 81A. Voilà, parce que c'est entre 9 et 18. Non, c'est un 82A. Voilà, parce que ça fait un shift en mi-red de 12. Donc il faut que j'aille vers le bleu. Et donc c'est l'axe bleu, yellow, ambre. Donc bleu, jaune, pardon. Et le color compensation, lui, il va du magenta au vert. Voilà. Et donc, ça c'est color compensation index. Et là, donc il y a des filtres normalement. Et donc là, ça me donne une idée que eh ben, je vais avoir du magenta, à corriger du magenta. Donc du coup, quand je vais... si je faisais une photo et que je voulais éditer ma photo, eh ben, je saurais que mon éclairage, il a une balance un peu dans le magenta ou dans le verdâtre, et donc du coup, je ne serais pas étonné de devoir jouer sur la tirée de teinte. Et si j'ai mis, alors par contre à la prise de vue, si je mesure 5150 Kelvin, je vais dans le menu et puis je mets 5150 Kelvin, et puis voilà, donc ça c'est pas mal. Et donc ça m'a servi beaucoup du temps du M8, et c'est vrai un peu moins avec le M240 ou le Nikon, hein, choses comme ça. C'est pas quelque chose dont je me sers avec mes Nikon, hein, c'est pas, voilà. Alors bien sûr, Monsieur Gossen, qui a pensé à tout, va vous faire un joli additif Proficolor, voilà, Proficolor, tac tac, fait la netteté coco, voilà, Proficolor, et qui s'utilise avec un disque calculateur spécifique. Donc je vais vous faire la démonstration parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc on prend le bazar, alors toujours Profi avec les prises de jack. Alors cette fois-ci ça se met au milieu parce que voilà. On enquille le bazar, on met... Alors ça c'est pas évident à filer parce que bien sûr ils n'ont pas prévu que... Voilà, on enquille le truc, sur le bousin sur le truc, et puis on va faire la mesure, voilà, on va tourner sur le bazar, on va ramener l'index au milieu, voilà, toujours centrage de bazar, et il me dit, lui, alors il faut que je lui dise que je suis en daylight, je suis en daylight, alors ça a bougé. Pourquoi ça a bougé? Parce que c'est pas à sa place. Voilà. Alors, non, je mets sur Daylight, d'accord, voilà. Et lui, il me dit qu'il faut que je mette un filtre rouge pour aller vers le Daylight de... alors, c'est un filtre rouge, donc c'est une graduation un peu bizarre. Un peu bizarre. Lui, il me dit qu'il faut que j'aille vers le rouge. Alors, pourquoi j'ai sorti cette antiquité?
Alors ça, je l'ai acheté. J'ai acheté, on me l'a donné, je ne sais plus. Je crois qu'on me l'a donné. Parce que c'est rigolo. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est là où je veux en venir, parce qu'un thermocolorimétre est un accessoire cher. Donc il faut vraiment avoir de gros soucis de colorimétrie pour en justifier l'achat. Ou simplement avoir des sujets à photographier où la colorimétrie doit être respectée de manière particulièrement serrée. Donc si vous faites... mais il y a d'autres moyens, virgule, mais il y a d'autres moyens. Il y a deux types de thermocolorimètres. Il y a les bons thermocolorimètres et les mauvais. Les bons thermocolorimètres mesurent suivant 3 directions, rouge, verte et bleu, et ont donc 3 cellules, une rouge, une verte et une bleue. Voilà. Alors, il y a les thermocolorimètres moins bons, type celui-là, où ils ne mesurent que suivant l'axe rouge à bleu. Voilà. Donc ils mesurent la température de couleur entre rouge et bleu, et ils ne mesurent pas du tout entre vert et magenta. Et donc du coup, on vous donne une correction suivant un axe et pas suivant le deuxième axe, et donc ça n'a aucun intérêt. Donc c'est le Proficolor qui n'est pas bon, et c'est le Sixticolor. Sixticolor qui est un joli petit boîtier, alors j'en ai pas, parce que je sais que c'est pas bon, qui est un joli petit boîtier, et c'est un thermocolorimètre, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui fonctionne sans pile. Donc c'est un sélénium, enfin, ce sont 2 séléniums qui sont montés en opposition, et ainsi de suite. Et voilà, et donc les Sixticolor, alors ça par contre, des Sixticolor, vous en vente sur eBay, il y en a peut-être 200, 400 par an, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... D'abord, c'était pendant très longtemps la seule solution, et puis c'est vraiment quelque chose qui s'est très bien vendu. Sachant que en photo argentique et éventuellement en photo numérique, le thermocolorimètre n'est intéressant que si vous avez la valise de filtre qui va avec. Parce qu'il vous donne des indications pour mettre un filtrage, mais il y a toi qu'il faut avoir les filtres pour mettre devant. Voilà. Moi, je m'en sers pour avoir une indication de ma lumière, et puis je note ça dans un coin sur un bout de papier, et comme ça va me permettre en post-traitement de corriger. Mais normalement, si vous voulez corriger votre couleur à la prise de vue, eh bien, il faut le faire. Voilà. Ça va, et l'avantage du thermocolorimètre Broncolor, c'est qu'il va vous permettre, il va fonctionner aussi sur le flash. Donc du coup, ça me permet de corriger la température de couleur de mes flashs. Voilà. Ou de mettre la bonne température de couleur, et non pas de mettre le pré-réglage flash. Ceci est important parce que la température de couleur du flash va varier en fonction de la puissance du flash. Et donc, si vous avez toujours un problème de photo avec un rendu colorimétrique qui doit être juste, voilà, il faut y passer par là. Il faut y passer par la calibration de couleur. Donc soit vous faites la calibration de couleur avec un thermocolorimètre qui voit les flashs, c'est pas tous. Alors il y a le Gosen 3F qui doit le voir, et puis il y a bien sûr Minolta, et Minolta qui a été repris par Kenko. Donc Kenko fait des thermocolorimètres qui sont très très bons, parce que c'est une division qui s'appelait Land, LAND, qui appartenait à Minolta, et qui fait les thermocolorimètres, et voilà. Et Land, qui appartenait à Minolta et qui a été racheté par Kenko, c'était une entreprise qui faisait aussi des instruments de laboratoire, des caméras thermiques et des choses comme ça, et quelque chose de sérieux. Donc les thermocolorimètres Minolta ou Kenko sont très bien. Seconic en fait aussi. Seconic a sorti... Alors Seconic, lui, ils ont sorti un truc qui a l'air pas mal. Je ne l'ai pas parce que c'est quand même 1250 € et puis on ne le trouve pas tellement d'occasion. Ils ont un spectro
un thermocolorimètre spectro, donc vous faites la mesure et ça vous sort le spectre. Alors ça, du coup, ça va être intéressant pour ceux qui font de la vidéo, pour vérifier si par hasard il n'y aurait pas dans les éclairages LED ou dans les éclairages de la boîte de nuit où vous faites votre vidéo pour le mariage ou ainsi de suite, s'il n'y aurait pas quelque chose qui va vous sortir un pic absolument dégueulasse de violet, de mauve ou de magenta, parce qu'il y a une lampe au mercure, parce qu'il y a une diode de piètre qualité, parce qu'il y a un tube néon. Voilà à peu près tout ce qui me vient à l'esprit pour ce qui est du thermocolorimètre. Je relis mes notes pour vérifier que j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai fait le tour. Non, j'ai pas parlé des spotmètres. Donc je vous ai parlé des spotmètres par rapport à l'accessoire. Alors les spotmètres, le spotmètre est l'appareil de mesure fétiche du photographe grand format. Voilà, parce qu'il fait du paysage, tu comprends Coco, il faut un spotmètre, des choses comme ça. Alors moi, je trouve que j'en ai déjà deux, donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai acheté le Profi Spot pour rigoler, et puis j'ai acheté un vrai spotmètre. Alors j'ai eu d'abord le spotmètre Soligor, de la marque Soligor, qui est un spotmètre des années 60-70, et puis que j'ai revendu parce que je trouvais qu'il était lourd et qu'il n'était pas forcément bien. Et puis après j'ai acheté un spotmètre de la marque Pentax, de Asahi Pentax. Pentax, c'est le fabricant des appareils photo numériques Pentax. Voilà. Donc Pentax, comme Minolta, avait une activité d'instrument de mesure, et Pentax a fait des spotmètres. Donc ça, c'est un spotmètre 5 de mémoire. C'est un spotmètre V, donc c'est 5 en chiffres romains, mais je ne me souviens même pas où c'est écrit, tout comme ça. Bon. Donc on a un petit viseur, hop, et on regarde, et ça permet de viser, et ainsi de faire sa mesure. Donc il y a un système à double échelle, avec une gâchette, tac, 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 qui permet de passer une échelle à une autre, et puis sur le côté, il y a un disque calculateur. Voilà. Et donc, l'inconvénient de ces spotmètres anciens, comme le Soligor, ou comme spécifiquement ce modèle-là. Alors ce modèle-là a été fabriqué pendant très longtemps, et je ne voudrais pas dire de bêtises, il est toujours fabriqué, mais cette fois-ci sous la marque Spectra. Donc la même marque qui fait non, c'est pas ça, la même marque Spectra qui fait le posemètre au sélénium que je vous ai montré tout à l'heure. Mais entre-temps, on a changé de type de pile. Donc là, ce spotmètre a deux piles. Il y a une pile pour la basse lumière et une pile pour la haute lumière. La pile pour la basse lumière qui correspond... la pile pour la basse lumière, c'est une pile au mercure, et l'autre, c'est une pile de 9 volts. Alors la pile de 9 volts, ça va, c'est toujours fabriqué, mais la pile au mercure... voilà, et c'est un circuit linéaire, donc il faut qu'il bouffe du mercure, sinon c'est pas bon. Donc là pour l'instant, j'ai toujours ma pile au mercure qui fonctionne. Hein. Quand je vous disais, j'ai une pile au mercure qui a 40 ans et qui fonctionne toujours, c'est celle-là. Hein, voilà. Et voilà, donc, mais il y a eu des modèles plus récents. Voilà, donc là je peux sortir la pile 9 volts, ce qui va me permettre de vérifier ce que je veux dire. Oui, voilà, donc c'est la haute lumière qui fonctionne avec le mercure. Donc en fait, grosso modo, c'est celle qui sert en plein jour. Et la basse lumière qui fonctionne avec la pile de 9 volts. Donc c'est celle qui sert quand vous êtes en intérieur, en studio, ou choses comme ça.
Voilà, voilà, voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est pas du tout une pile standard. Enfin si, c'est une pile du standard de l'époque, mais c'est une très grosse pile, bouton qui correspond à un standard, à une référence que je ne sais même pas. Et voilà. Et le jour où il faudra que je la change, je vais être dans la merde. Voilà, voilà. Alors si ça doit être marqué dessus, voilà, c'est une espèce de pile bouton. Voilà. Alors j'ai pas de pile bouton standard pour vous montrer, mais c'est plutôt du gros grain, quoi. Voilà. C'est plutôt du gros grain. Et c'est marqué dessus E640. E640. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, quand vous allez acheter ce genre de truc, si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous risquez de tomber sur ces modèles-là, et il faut savoir que il faut commencer à s'intéresser. Est-ce qu'il est adapté aux piles modernes? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est bon? Et trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va vous aider sur le coup, quoi. C'est un instrument donc qui effectivement. Alors, pourquoi c'est l'apanage des grands formistes? C'est-à-dire que quand on trimballe déjà tellement de bordel dans une poussette, que on n'est plus à ça près, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, ils aiment, hein, choses comme ça. Alors il y a d'autres spotmètres plus modernes, hein, que l'on va retrouver chez les grands fabricants, chez Gossen, chez Minolta. Donc il y a le spotmètre, l'autometteur F chez Minolta. Il va y avoir l'Ultra Spot ou le Master Spot chez Gossen. Il y a aussi les Starlit ou des choses comme ça qui sont. Alors, il y a deux types de spotmètres. Il y a les spotmètres qui font 1 degré et les autres. Voilà. En réellement utilisable, sincèrement, le 1 degré, là je vois je suis en intérieur, mon spot de 1 degré, il y a une boîte à chaussures qui est à 5 mètres de moi, et elle fait déjà 2 degrés d'amplitude. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des choses qui sont à peu près de la taille d'un visage à 5 mètres, je peux mettre 3 degrés dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez faire une mesure pour dire, tiens, je vais mesurer la lumière qui tombe sur la pommette, la lumière qui tombe sur le crâne, sur la barbe, sur le partout où on veut, sur le et le 1 degré, c'est pas de trop. Voilà, c'est pas de trop. Sachant que la Lune fait un demi-degré, pour vous donner un ordre d'idée. Donc finalement, voilà, 1 degré, vous faites que 360 mesures discriminées dans un tour. Donc le 1 degré est vraiment intéressant, et le 5 degrés ou le 10 degrés du Profispot ne m'ont jamais servi. Pour faire une photo. Ils m'ont servi pour jouer, mais ne m'ont jamais servi pour faire une photo. Voilà. Alors, les spotmètres plutôt anciens sont généralement ne font pas flashmètre. Les spotmètres plutôt récents, type Starlit, Gossen ou type autometteur F ou un truc comme ça, doivent faire flashmètre. Il faut voir ça dans les modes d'emploi, des choses comme ça. Donc c'est un truc, comme ce ne sont pas des objets forcément récents, c'est quelque chose que l'on peut facilement trouver, les modes d'emploi. Donc quand vous vous intéressez à un modèle de posemètre, spotmètre, flashmètre, thermocolorimètre, appareil d'une manière générale, une chose que vous pouvez faire, c'est commencer par télécharger le mode d'emploi pour voir comment c'est et si ça correspond bien à vos attentes et des choses comme ça, avant de dire je vais acheter un truc et puis finalement tu vas rire, quand je l'ai reçu, quand il est arrivé, je me suis aperçu que c'était pas du tout comme je pensais, tu vois. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc je regarde un peu sur ma table, des trucs comme ça, si j'ai rien oublié. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc ceci va conclure la vidéo 35 G2 sur les accessoires des posemètres
les flashmètres, les thermocolorimètres, et ainsi de suite. Ah, alors, je vais étendre un peu ma conclusion. Donc pour moi, pour en revenir un peu sur l'utilisation de ça, j'en ai parlé un peu au début de la vidéo 35G1, mais je vais enfoncer le clou. Il y a de tout ce matos-là que j'ai acheté quand même sur 30 ans, hein, choses comme ça, j'ai pas tout acheté du jour au lendemain pour faire la vidéo. Donc que j'ai acheté sur 30 ans, qu'il y en a qu'on m'a donné, il y en a qu'on m'a... oui, il y en a qu'on m'a donné, puis il y en a que j'ai acheté. Voilà. Je ne les ai pas fabriqués moi-même. Je trouve que c'est quand même très très utile. Alors c'est utile bien sûr quand on va faire de la photo de studio, quand on va faire de la photo technique. Je veux dire, moi, quand je dis la photo technique, c'est voilà, je photographie des pièces mécaniques qui reviennent de sous-traitance, je fabrique des choses comme ça, je photographie des choses comme ça, je photographie des pièces mécaniques, des limes, des vis, des boulons, des pièces en macro, donc je me sers de ça. Dans mon ancien laboratoire, j'ai photographié des lames de roche, des lames minces de roche en polarisation, je les ai fait au flash. Je les ai fait au flash avec la sonde Broncolor, avec le FCM, et choses comme ça. Le système FCM, Broncolor FCM, c'est quelque chose que je traîne depuis 1988-89. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Voilà. Et donc, c'était un des rares trucs que j'ai acheté neuf. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé le Broncolor FCM, je l'ai acheté donc, dans un solde de la FNAC, je l'avais payé 7500 francs. Voilà, 7500 francs. C'est plus cher que mon premier salaire que j'ai gagné un an après quand j'ai trouvé du boulot. Pour vous donner un ordre de prix. La sonde, je l'ai achetée neuve aussi, j'ai dû la payer 1800 francs à l'époque. Alors 1800 francs, si on fait le calcul, allez, ça fait 150-200 euros, quoi, voilà. Mais, ça faisait aussi un tiers de SMIG à l'époque, pour resituer les choses. Donc quand on vous dit matériel professionnel suisse, ça pique. Voilà, ça pique. Et donc ce qu'on trouve d'occasion après, donc du coup, quand j'en croise une sur eBay ou dans une brocante à 20 euros, je me dis, ben, ça m'en fera toujours une d'avance pour dans le tiroir, parce que mon Broncolor, je m'en sers, et voilà. Et comme c'est vaguement difficilement réparable ou réétalonnable, en avoir un ou deux d'avance, il y a un moment donné, vous allez trouver quelque chose qui vous va bien, et ben, c'est pas vous dire, ah bah zut, quand il y en a plus, et puis j'en voulais, il y en avait plus, bah oui, mais il fallait en acheter quand il y en avait. Voilà. Voilà. Donc ça va me servir bien sûr pour tout ce type de photographie qui n'est pas, soyons clairs, qui n'est pas à un niveau débutant, qui est à un niveau que, à mon avis, pas mal de photographes professionnels de YouTube ou des mariagistes, des choses comme ça, seraient bien incapables de faire. Voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais bon, on n'a pas le même métier, quoi. Et voilà. Mais par contre, ça va être très utile, par exemple, ce petit truc-là, la Digiflash, en photo de rue, en street photo. Voilà. Alors bien sûr, je ne vais pas foutre un coup de pose-mètre sous le pif du clodo que je vais photographier en street photographie. Pour deux raisons. D'abord, je ne photographie pas les clodos dans les rues. Pour moi, je ne vais pas aller me balader avec un appareil qui coûte ne serait-ce que 10 euros pour photographier un clodo. Et voilà, ça a quelque chose d'indécent pour moi. Donc je ne le fais pas. Mais par exemple, quand je vais arriver dans une rue, un truc comme ça, tac, tac, je fais ma mesure. Je fais ma mesure incidente, je fais ma mesure réfléchis dans les ombres, je fais ma mesure de mon site, quoi, et puis je choisis une vitesse, un diaphragme, je me mets en mode manuel, et puis après, je déclenche en me foutant pas mal de ce que dit le posemètre, parce que l'avantage des posemètres à main, c'est que ça va vous permettre de faire abstraction du sujet. Parce que là, je suis en bleu, donc je renvoie de la lumière bleue, mais si je suis habillé tout en noir, si je vous fais une vidéo façon Arnaud Thierry, fond noir, chemise noire, vous regardez ses premières vidéos du studio de poche, il est fond noir,
fond noir, chemise noire, un truc comme ça, bah, il a la gueule surexposée. Hein, parce que son système d'exposition est foiré, est trop essaye de compenser pour le noir, et effectivement son noir il est entre guillemets bien exposé, il y a du détail dedans, des choses comme ça, mais du coup il est la tête cramée quoi, il est la tête cramée, voilà. Alors, moi aussi aujourd'hui j'ai la tête cramée parce que là pour une fois je filme l'après-midi et il y a un joli soleil dehors, bon enfin bref, on est au mois d'août 2019. Hein. Donc voilà, donc je vais m'en servir pour la photo de rue parce que ça va me permettre de faire un pré-réglage, de faire une mesure correcte avec un vrai instrument en faisant abstraction du sujet, et je vais faire une mesure qui finalement va aller à 99,99% des sujets. Là où il faut commencer à réfléchir quand on a, donc pour le 0,01% qui reste, où il faut commencer à réfléchir, c'est quand on va taper la mariée en blanc avec de la dentelle blanche et le marié en costume noir avec de la dentelle noire. Et vous allez dire, là il va falloir poser en plus la question, est-ce que l'amplitude de lumière du sujet va rentrer dans la dynamique du capteur? Enfin voilà, bon, toujours est-il que ça n'est pas quelque chose que l'on achète sur un coup de tête, ça n'est pas quelque chose que l'on achète pour voir, du moins pour le premier. Les autres, c'est autre chose, ça, on peut en discuter pendant longtemps, mais c'est quelque chose qui peut, que moi j'ai eu besoin, dont j'ai besoin, que j'utilise, alors que j'utilise avec mes appareils numériques, et puis que j'utilise bien sûr avec les appareils qui n'ont pas de pose-mètre. Hein. Bon, il y a des appareils qui n'ont pas de pose-mètre, il y a des appareils qui fonctionnent sans pile, sans rien, et choses comme ça. Enfin voilà, pour moi je trouve ça utile. Éventuellement, vous pouvez commencer avec une appli de téléphone portable et voir si ça vous permet de vous sortir de situations délicates. Je ne suis pas persuadé, enfin je suis intimement persuadé que l'appli de téléphone portable ne sert rigoureusement à rien, parce qu'elle n'est pas capable de mesurer en lumière incidente, et que gros intérêt c'est pour mesurer en lumière incidente. Mais bon, si ça vous permet de vous sortir de quelques cas difficiles, délicats, etc. Alors c'est pareil, hein, faites vos gammes là-dessus, si vous achetez ce genre d'appareil, ben, il faut apprendre à s'en servir, il faut apprendre à mesurer, il faut apprendre à faire comme ça. Donc ben voilà, vous foutez le gamin, le mari, la femme, tac, 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 quelqu'un qui n'a pas le choix, sur une chaise, et puis à côté d'une fenêtre, et puis vous faites vos mesures, un truc comme ça, puis vous prenez des photos, et ainsi de suite, et vous essayez. Ben, comme je vous dis, soyez éco, hein, essayez de comprendre, optimiser, et vous voyez si ça vous permet de régler un éclairage, de ramener un réflecteur pour ramener de la lumière sur le côté, et ainsi de suite. Voilà. Donc, alors quand je dis que ça fonctionne en 99,99% des cas, il faut quand même... ça fonctionne quand on sait s'en servir. Alors, et quand on sait ce qu'on mesure et quand on sait quel appareil on commande, hein, on est d'accord. Parce que les disques calculateurs, les posemètres ne connaissent pas votre appareil photo. D'accord ? Le posemètre de votre appareil photo ne connaît pas votre sujet et votre posemètre à main ne connaît pas votre appareil photo. Mais par contre, vous connaissez les deux, ou les trois. Et donc du coup, l'appareil va vous donner une mesure en F sur D. F sur D, c'est la gravure de la... Normalement, c'est la gravure de la bague de l'objectif. Sauf que, rappelez-vous, on a vu ça dans les objectifs et choses comme ça, c'est-à-dire que l'objectif, il est affecté d'une perte de transmission, qui est liée à l'épaisseur du verre, qui est liée à la qualité des revêtements optiques, et ainsi de suite. Et donc, les objectifs de vidéo, souvenez-vous, ça a été dit dans les vidéos précédentes, ils sont gradués en ouverture T, pour transmission, qui est une ouverture photométrique. Et donc, hélas, je ne connais pas de posemètre qui soit gradué en ouverture T, mais ils sont tous gradués avec une ouverture F sur D. Donc il va de soi que le posemètre à main, tous les posemètres à main, ils vous donnent en fait l'ouverture photométrique à utiliser. Et bien sûr, cette ouverture photométrique doit tenir compte de tout. Ça doit tenir compte, si vous avez devant un filtre, eh bien, il faut en tenir compte. Si vous avez
une mise au point qui est vraiment très très proche en macro. Vous avez ce qu'on appelle un coefficient de soufflet, un coefficient de prolongation d'exposition lié au tirage, qui est en fonction de n est égal à f sur d facteur de g plus 1. Enfin, on a vu ça dans la macro, on a vu ça dans la mesure de l'exposition et tout ça, bien sûr. Cet épisode a le numéro 35 parce que ça sous-entend qu'on a vu les 34 précédents. Il y a un ordre dans le cursus, c'est construit quand même, c'est réfléchi, c'est pas lâché en vrac comme ça, au petit bonheur la chance. Voilà. Donc, quand je dis que ça fonctionne à 99,99%, oui, c'est vrai, mais à condition de savoir s'en servir. Donc, comme tout, si vous achetez ce type d'accessoire, eh bien, il faut faire vos gammes, il faut vous apprendre à le dominer, il faut apprendre à le posséder, c'est-à-dire le maîtriser, des choses comme ça, et voilà. Ça n'est absolument pas insurmontable, on est d'accord. C'est à la portée, de tout le monde. Hein. C'est à la portée du premier crétin venu. Voilà, la preuve, j'y arrive. Bon, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Voilà. Donc, c'est quand même parfaitement utilisable. Moi, personnellement, je trouve que c'est très intéressant et je trouve que ça marche très très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, du coup, comme d'habitude, hein, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser. Lisez les modes d'emploi, donc vous tapez l'objet qui vous intéresse, vous le tapez dans Google, puis vous rajoutez mode d'emploi français ou mode d'emploi PDF, et vous allez le trouver le mode d'emploi, et lisez le mode d'emploi avant pour voir si le mode de fonctionnement vous plaît, hein, parce que ça peut ne pas plaire, et puis voilà, et puis faites-vous votre idée avant, et puis voyez un peu sur les forums ce qu'on en dit, des choses comme ça. Alors, quand je dis voyez sur les forums un peu ce qu'on en dit, sur les forums, il y a à boire et à manger. Hein. Et le problème, c'est que vous ne savez pas qui est derrière. Ça peut être quelqu'un, un but de soi-même, avec un polo bleu ou chose comme ça peut être un bleu bite qui n'y connaît rien, qui lui ah là là j'ai mon iPhone et puis j'ai l'application et tu verras ça marche très bien, je suis content pour toi et puis voilà, mais attends, on peut voir tes photos, on peut voir ce que tu as fait. Ah non mais je m'en sers pour jouer, je fais pas de photos avec moi, je suis derrière un ordinateur et puis je tape. Ouais, d'accord, bon, enfin, voilà. Moi, si vous cherchez bien, j'ai un Flickr où je poste des photos, ainsi de suite, je participe à des forums, et ainsi de suite. Voilà. Je ne mets pas de lien parce que je veux que ça soit séparé, mais pour qui cherche un peu, à mon avis, il va trouver facilement. Enfin voilà. Bon, tout ça pour dire que moi, je trouve ça utile. Je m'en sers. Si j'en ai autant, c'est parce que j'en ai un dans chaque sac, choses comme ça, comme les trépieds. Alors, j'ai pas un trépied dans chaque sac, un trépied, j'en ai un dans la bagnole, j'en ai un au bureau, j'en ai un chez moi. Voilà, en fait, j'en ai deux dans la voiture en temps normal, j'ai 4 trépieds. J'ai le gros Jitsu, j'ai le Triopo, j'ai le trépied pour le tir, et puis j'ai le tout petit trépied Posso. Chez moi, il doit y en avoir un ou deux qui traînent, et puis au bureau, j'ai les 4 ou 6 qui restent, quoi, voilà. Bon, enfin bref. Et puis les posemètres, c'est pareil, parce que c'est le genre de truc, quand vous changez l'appareil de sac, vous ne pensez pas à faire toutes les poches, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, c'est quand même, et puis c'est au moment où maintenant j'ai changé de sac, voilà. Voilà, donc soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, faites-vous votre idée, voyez essayez d'évaluer un peu avant si vous en avez réellement besoin, essayez de trouver des gens qui en ont, qui pourraient vous faire une démonstration pour voir comment ça fonctionne, et ainsi avoir une idée de est-ce que c'est pour moi ou pas. Voilà. Essayez de comprendre, optimiser. Sur ce, bonne soirée, au revoir.